This is Olean. Olean has about the same features as many other cities. But it does have one thing that's very much different. Olean is protected by the unsleeping Ides. We have many questions about this new technology. You are recorded. Une petite révolution sur le marché de la vidéosurveillance, une caméra nouvelle génération dite intelligente. Ça y est, nous y sommes. Il aura fallu 50 ans. 50 ans pour que l'intelligence artificielle donne aux autorités un pouvoir jamais égalé. Celui de tout voir, tout entendre, partout, tout le temps. Le FBI aurait la capacité d'identifier 50% du pays à partir d'une seule photo. Les caméras de surveillance sont partout. Le gouvernement dispose d'une vision sans limite. Ça a quelque chose de terrifiant. Au nom de la lutte contre le terrorisme, l'Europe, les États-Unis et surtout la Chine se sont lancés dans une inquiétante course aux technologies de surveillance. Suivi, localisé, traqué. Plus rien n'échappe à cet œil qui ne dort jamais. Non content de nous scruter jour et nuit, 500 millions de caméras dans le monde prétendent désormais détecter nos émotions, repérer les comportements suspects et même prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent. Qu'est-ce que vous préférez? Être en sécurité ou éviter d'être scanné par une intelligence artificielle? Moi, je veux être en sécurité. C'est très dommage qu'on ne perçoive pas le caractère paranoïaque donc, en fait, de cette idée, hein, qui du coup implique comme réponse l'idée qu'il faudrait en permanence pouvoir surveiller tout le monde. Une obsession sécuritaire qui, dans certains pays, est en train de donner naissance à un régime d'un nouveau genre, le totalitarisme numérique. Ces violations des droits de l'homme impliquent clairement tout le monde, de Xi Jinping aux architectes de cet algorithme de la répression au Xinjiang. Jusqu'où ce désir de protection va-t-il nous conduire? Selon vous, le gouvernement chinois a tué votre enfant? Oui. Je hais la technologie. La technologie est une maladie. Quel niveau de surveillance nos libertés individuelles peuvent-elles endurer? La révolution numérique va-t-elle transformer notre monde en une planète habitée par 7 milliards de suspects? Il frappe sans prévenir, se dissimule pour mieux surprendre. Cela peut être lui ou elle. Le terrorisme est un ennemi bien souvent silencieux. Une menace quasiment indétectable qui, le 14 juillet 2016, a plongé toute une ville dans l'angoisse. Nice. Nuit d'horreur à Nice. Ce camion qui a foncé sur la foule en pleine fête du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Le bilan
Effroyable, s'alourdit donc encore ce matin. Il est désormais d'au moins 84 morts, parmi lesquels des enfants. En pleine fête nationale, un terroriste au volant d'un camion fou sème la mort dans la ville la plus vidéosurveillée de France. Un drame que certains ont vécu en direct à travers les écrans du centre de vidéosurveillance. Comment est-ce qu'on peut imaginer à un moment donné qu'un être humain puisse avoir l'idée de faire ça? On était sur une scène de guerre. Il n'y a pas un jour où je me lève sans qu'il y ait des images. Il n'y a pas un jour sans que je pense aux victimes. On a vu des gens mourir, on a vu des gens blessés, on a vu la peine, l'horreur, la douleur, en étant impuissant. C'est affreux comme sentiment. Jusqu'à la fin de ma vie, j'y penserai. Les 2000 caméras présentes dans la ville n'ont pas permis d'éviter le drame. Désormais, la peur s'immisce dans chaque grand rassemblement. Pour prévenir tout nouvel acte terroriste, la mairie a décidé de miser sur une nouvelle technologie. Un dispositif pour filtrer les entrées et sorties, expérimenté pour la première fois en France dans l'espace public. La reconnaissance faciale. Bonsoir à tous, merci de vous porter volontaire pour cette expérimentation de reconnaissance faciale. On va voir avec le logiciel qui est en test comment il va être possible de vous reconnaître. Vous allez entrer dans la zone de reconnaissance faciale au milieu d'autres personnes. Chacun va avoir un scénario à jouer. Donc Mélinda, tu seras une personne qui sera recherchée car en fuite en hôpital. Et nous avons Aymen qui donc va jouer également une personne d'intérêt qui aura le visage en partie dissimulé. Et bien allez, on y va. Un logiciel va utiliser les caméras de la ville pour mettre un nom sur le visage des volontaires. Avec l'aide d'une seule photo, il va tenter de les identifier lorsqu'ils franchiront les portes du carnaval. Aymen jouera un apprenti terroriste. En quelques secondes, le jeune homme est reconnu par le logiciel et interpellé par les policiers. La loi française ne permet pas aujourd'hui l'utilisation de la reconnaissance faciale sur la voie publique. Mais avec cette expérimentation, Nice compte bien ouvrir une brèche. La visée est scientifique, mais avec pour but, évidemment, d'obtenir une réflexion commune. Une réflexion aujourd'hui de nos parlementaires, du gouvernement, qui puissent se servir de cette expérimentation en disant, en tirant les conséquences. Est-ce que c'est probant, est-ce que ça ne l'est pas? Si c'est probant, dans quelle mesure? Ça ne l'est pas, dans quelle mesure? Si on avait la possibilité d'inscrire demain les personnes qui sont fichées au motif de radicalisation à caractère terroriste, eh bien on aurait l'opportunité de pouvoir suivre en temps réel leurs déplacements et de pouvoir ainsi se prémunir en les interdisant, par exemple, d'approcher les zones de grand rassemblement. Ce dispositif de reconnaissance faciale, la ville de Nice est allée le chercher dans un pays confronté depuis longtemps au terrorisme. Une nation qui a fait de sa sécurité son obsession et la condition de sa survie. Israël. C'est en banlieue de Tel Aviv, derrière les parois vitrées de ce bâtiment, que le logiciel testé à Nice a été mis au point. Créée en 2015, la start-up israélienne AnyVision a été l'une des premières à se spécialiser dans la reconnaissance faciale. Elle fait aujourd'hui partie des leaders mondiaux dans le domaine. Voilà donc notre bureau. Nous avons environ 250 personnes en tout qui travaillent pour nous. Et 6 bureaux à travers le monde. Là, nous avons 150 personnes. Ça, c'est notre salle à manger. Si vous voulez prendre un café, vous pouvez vous servir. On a une machine à expresso fabuleuse.
Je vais vous montrer comment nous accédons à nos bureaux et comment nous ouvrons les portes. C'est très simple, la porte s'ouvre avec votre visage. C'est l'avenir. Dans le passé, on ouvrait avec une clé. Demain, ce sera avec le visage. En 4 ans, Anyvision a multiplié ses effectifs par 10 et pèse aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de dollars. D'après son PDG, son logiciel est capable de reconnaître n'importe qui, dans n'importe quelle condition, avec une efficacité estimée à plus de 99%. Voici comment fonctionne l'intelligence artificielle. Tout d'abord, on détecte le visage. Ensuite, on en extrait un modèle mathématique comme une empreinte digitale. C'est un modèle mathématique complet qui modélise votre visage et à la fin, il sera représenté par 500 millions de chiffres. Si je vous présente maintenant 500 photos de suspects et que je vous les montre comme ça, vous ne vous souviendrez peut-être même pas d'un seul de ces visages. Le système actuel, lui, peut apprendre 500 images en moins d'1 seconde et les identifier dans la vie réelle. C'est quelque chose que le cerveau humain ne pourra jamais faire. Aujourd'hui, notre entreprise est la plus importante du monde occidental en termes d'effectifs. Nous sommes leaders dans ce secteur. Nous travaillons actuellement dans 43 pays. Ok, ça donne un petit aperçu. Nos produits sont aujourd'hui présents dans 43 pays. Et même dans le pays d'où vous venez. La France, c'est bien ça. Je pense que tout le monde sait que nous sécurisons aujourd'hui Nice, par exemple, là où l'attaque terroriste a eu lieu. Nous partageons votre douleur. C'est horrible ce qui s'est passé là-bas, d'accord? Et je suis de tout cœur avec vous. Nous faisons tout ceci pour vous protéger, les gars, pour que vous soyez plus en sécurité. La logique voudrait que cette technologie soit utilisée partout, pour nous aider à sécuriser la planète. Banques, hôpitaux, écoles. Le dispositif de reconnaissance faciale d'Anyvision est utilisé partout en Israël, y compris par la police pour sécuriser la ville de Jérusalem. L'État hébreu est aujourd'hui l'un des principaux exportateurs de systèmes de surveillance dans le monde. Une expertise acquise au fil de l'histoire. Nous avons commencé à investir dans l'intelligence artificielle visuelle, principalement pour des raisons militaires, il y a déjà plus de 20 ans. Vous savez, Israël est né pendant la guerre, il y a environ 70 ans, et la guerre n'est toujours pas terminée. Je veux dire, la situation s'améliore. On a signé des accords de paix avec nos vieux ennemis, mais pas avec tous. Se défendre est important. Nous sommes 6 millions de Juifs en Israël, entourés de 360 millions d'Arabes. L'effet de l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza, mais aussi le fait d'être situé au cœur du Moyen-Orient et de surveiller constamment l'intégralité des pays autour de nous, c'est ce qui a permis à cette industrie de se développer. Israël compte le plus grand nombre de sociétés de surveillance par rapport à d'autres pays. Et pour être tout à fait clair, dans 100% des cas, je ne connais pas une seule personne dans ces entreprises qui n'ait pas servi dans des unités de renseignement de l'armée. C'est ça la grande force d'Israël. Et Anyvision n'échappe pas à la règle. L'un des fondateurs de la start-up n'est autre qu'Amir Kane, l'ancien responsable du Malmab, le service du contre-espionnage israélien. Et l'un des conseillers de la firme
et Tamir Pardo, l'ancien directeur du Mossad. Le système de reconnaissance faciale d'Anyvision serait depuis peu secrètement utilisé par les forces armées israéliennes afin de surveiller les Palestiniens en Cisjordanie. Les affaires prospèrent avec les risques d'attentats. Très souvent, lorsque vous vous rendez dans des salons en Israël dédiés aux technologies de surveillance, et c'est mon cas, vous entendez en introduction des discours sur la menace croissante du terrorisme en Europe, sur les risques d'attentats, etc. Évidemment, je ne dis pas que cette menace n'est pas réelle, mais au bout du compte, il s'agit d'apporter une solution à un problème. Et si vous voulez vendre une solution, il vous faudra communiquer sur ce problème et expliquer pourquoi votre produit est la meilleure solution. Qu'est-ce que vous préférez? Être plus en sécurité quand vous sortez dans la rue le matin ou éviter d'être scanné par un système d'intelligence artificielle? Moi, je veux être plus en sécurité. Quand j'emmène mes enfants à l'école, je veux qu'ils soient en sécurité. La façon dont on s'y prend m'est complètement égale, mais qu'on assure leur sécurité. C'est ce que les gens vous diront, et c'est pourquoi nos produits ont tant de succès et ont obtenu une place de choix sur ce marché. En 15 ans, les actes terroristes sont passés de 2000 à près de 14 000 par an dans le monde. Quant au nombre de tués, il a été multiplié par 9. Comme un virus, la peur des attentats se propage. Et les villes se protègent. Donnant ainsi naissance à un tout nouveau secteur, celui de la vidéosurveillance intelligente. Un marché estimé aujourd'hui à près de 40 milliards de dollars, que certains appellent le marché de la peur. C'est un modèle de société paranoïaque en réalité qui se cache derrière, où l'ennemi est parmi nous, est caché parmi nous, et c'est un de nos frères au fond parmi nous. Voilà. C'est très dommage qu'on ne perçoive pas le caractère paranoïaque donc, en fait, de cette idée, hein, donc, qui du coup implique comme réponse l'idée qu'il faudrait en permanence pouvoir surveiller tout le monde, soi-même, ses frères encore une fois, hein, sa propre communauté, la surveiller en permanence parce qu'à tout moment, quelqu'un peut venir vous planter un couteau dans le dos, c'est ça le truc. Pour arriver à un tel niveau de conception paranoïaque de la société, il faut soi-même vivre dans la peur, en fait, avoir une représentation du monde complètement apeurée, quoi. Est-ce que, finalement, vous n'êtes pas un peu paranoïaque? C'est vrai que quand il y a 86 morts sur la promenade des Anglais, on peut appeler ça de la paranoïa. C'est presque une vision. Si c'est de la paranoïa pour vous, non. Pour moi, ce sont des faits. Ce sont des menaces. La France est en guerre à l'extérieur et à l'intérieur, où nous avons affaire à des ennemis que moi je qualifie plus souvent de cinquième colonne qui avancent de manière rampante, tels des pieuvres, et qui tissent leur réseau de partout, et que face à cette guerre qui nous est livrée, s'interdire d'utiliser un moyen qui pourrait épargner des vies, qui pourrait épargner des conséquences graves pour notre pays et sa sécurité, serait porter une lourde responsabilité. Fasciné depuis longtemps par le modèle israélien, le maire de Nice a fait voter 2 ans après l'attentat un vaste plan d'expérimentation dans sa ville. Caméras pour détecter les émotions dans les transports, système d'alerte, application de vigilance citoyenne. Au total, pendant 3 ans, 13 entreprises vont tester leur tout nouveau dispositif de surveillance et tenter de faire de Nice une ville plus sûre, une safe city. Un projet piloté par le géant français de l'armement, Thales. « 98% des attentats qui ont été empêchés l'ont été par des renseignements humains.
Deuxième chose, même dans l'enquête qui existe toujours à Nice, sur d'éventuelles complicités, etc., qu'est-ce qui nourrit le travail des enquêteurs après coup, c'est tous les éléments classiques de l'enquête de police judiciaire, l'enquête de voisinage, d'un côté, l'étude de la téléphonie, l'étude de l'ordinateur, voilà. C'est pas les caméras, encore une fois, qui n'ont fait que filmer l'horreur à l'instant où il se produit, c'est-à-dire qui n'ont servi rigoureusement à rien, véritablement à rien. Alors, le discours politique continue, ça marche pas, mais c'est pas grave, je suis déjà passé à l'annonce suivante. J'ai déjà prévu le gadget de sécurité d'après, le dispositif d'après, parce que j'entre dans la campagne d'après, on voit bien. C'est une espèce de fuite en avant, continue, puisqu'il s'agit toujours, encore une fois, de continuer à camper la posture politique sur laquelle on pense qu'on se fera réélire, et de faire tourner le commerce, dans une alliance objective. Pour vendre niçois le concept de Safe City, la ville de Nice et Thales n'hésitent pas à mélanger les risques que pourrait courir la population. Dans la convention passée entre les deux parties, à la page 23, un graphique met l'accent sur les menaces qui pèseraient aujourd'hui sur les villes. Avions détournés, risques nucléaires, catastrophes naturelles. Page 42, la Convention pointe les obstacles qui pourraient nuire à la mise en œuvre du projet. Les restrictions budgétaires d'une part, et un changement de paradigme et des politiques qui placeraient la sécurité sur un second plan. En d'autres termes, pour que Safe City voie le jour, la peur doit rester dans les esprits. Est-ce que vous connaissez ce document ? Oui. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez regarder la page 42 ? Oui. Volontiers, je n'ai pas lu, vous imaginez, puisque je demande à mes collaborateurs de me faire des synthèses, mais... Est-ce que quand vous voyez ça, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, Thales joue avec vos peurs ? Non, pas du tout. Je dis que heureusement qu'il y a des industries et de grandes industries françaises qui travaillent sur des sujets qui peuvent être mis à disposition des pouvoirs publics. Vous pouvez me proposer qu'on en revienne aux arbalètes, aux armes du chevalier Bayard à Marignan. La guerre du XXIe siècle se mène avec les armes du XXIe siècle. Cette multiplication des outils de surveillance suscite des inquiétudes. Plusieurs associations ont décidé de faire front commun pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une atteinte à nos libertés individuelles. Avec les dernières avancées en intelligence artificielle, en big data, c'est-à-dire les capacités de traitement de flux massifs de données et d'analyse de ces données, on a constaté un développement d'outils finalement de surveillance qui se développe partout en France petit à petit. On sait que Valenciennes a fait un contrat d'expérimentation avec le géant chinois Huawei à Valenciennes. Là, on a eu un projet assez flippant finalement à Saint-Étienne, des capteurs sonores dans les rues d'un certain quartier qui repéreraient quand il y aurait des cris, des bruits de verre, des bruits d'accidents et qui généreraient automatiquement une alerte. Depuis plusieurs années, la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'homme multiplient les recours juridiques contre ces expérimentations qui ne respecteraient pas le RGPD, le nouveau règlement européen de protection des données, adopté en 2016. On a vraiment l'impression qu'effectivement, petit à petit, se basant sur l'expérimentation, se fondant un peu sur l'absence de cadre juridique de toutes ces nouvelles technologies, on voit effectivement se répandre plein de nouveaux dispositifs, technologies, d'outils de surveillance. Et les élus et les acteurs qui sont dans ce milieu-là en profitent parce qu'en fait, on est dans l'opacité, on est dans le manque de débat public, donc on peut expérimenter et développer sans que personne s'en rende compte. Mais il faut justement lutter contre cette opacité, parce que c'est trop dangereux pour nos libertés. Au cœur de leurs préoccupations, le fichier TESS, le fichier des titres électroniques sécurisés. Une base de données créée en 2016 et gérée par le ministère de l'Intérieur français. Elle regroupe l'ensemble des cartes d'identité et des passeports, ainsi que des titres électroniques sécurisés. 2016,
couleur des yeux, empreinte digitale, image numérique du visage, ce fichier serait la première étape d'une surveillance de masse. C'est le parfait outil pour la reconnaissance faciale de l'ensemble de la population. Parce qu'une fois que vous avez en fait le visage qui est identifié dans une base de données, en fait, vous mettez une caméra dans la rue couplée à ce fichier, et là, vous pouvez reconnaître et identifier toute la population tout le temps. On est en train d'essayer de faire passer, au fond, comme une lettre à la poste, hein, comme dit l'expression courante, des choses quand même extrêmement importantes, hein, des formes de fichage biométrique de toute une population. Certainement qu'au début, ce sera toujours pareil, hein, c'est réservé, d'abord avec toutes les garanties de confidentialité, réservé à un usage très précis, administratif, bureaucratique, machin. Jamais ça ne fera l'objet de fichiers connectés à autre chose, ayant d'autres usages. C'est toujours ce qu'on dit au début. Le seul problème, c'est que survient régulièrement un attentat qui crée une émotion générale et des discours politiques qui disent « enfin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Il faut utiliser tous les moyens qu'on a. Comment nous avons un fichier, on ne l'utilise pas, mais enfin, ça suffit, on ne peut plus rester naïf face au terrorisme, il faut utiliser, etc. » C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des situations exceptionnelles qui viennent renverser la logique ordinaire. Aux États-Unis, l'événement qui a renversé la logique ordinaire a eu lieu le 11 septembre 2001, lorsque 4 avions sont venus détruire les symboles d'une Amérique toute puissante. 45 jours plus tard, George Bush riposte avec une mesure qui va transformer la société américaine en profondeur, le Patriot Act. Patriot Act was the clear, considered response of a nation at war. Le Patriot Act étend considérablement les pouvoirs des autorités américaines. Le FBI est autorisé à fouiller dans les données personnelles, fiches médicales, relevés bancaires. La NSA a la possibilité de placer sur écoute, sans mandat, tout citoyen américain. Le gouvernement peut faire emprisonner n'importe quel suspect, indéfiniment et sans procès préalable. Le Patriot Act devait durer 4 ans. 18 ans plus tard, l'essentiel de cet arsenal sécuritaire est toujours en place. L'arrivée de Donald Trump marque une nouvelle étape dans la politique de surveillance américaine. L'avènement de la reconnaissance faciale. We're going to be protecting people environmentally and safety-wise, but we're going to be moving it quickly, very quickly. Dès le début de son mandat, il donne l'ordre d'utiliser cette technologie pour surveiller la totalité des passagers internationaux. La reconnaissance faciale fait son entrée dans les aéroports, les écoles et même les commissariats de police, où elle est utilisée dans le cadre d'enquêtes criminelles. Une contamination qui fait descendre les Américains dans la rue et force le Congrès à ouvrir une commission d'enquête sur la reconnaissance faciale. Durant les auditions, 2 juristes vont ouvrir les yeux des parlementaires sur les dangers liés à cette nouvelle technologie, Nima Gouliani et Clark Garvey. Comment allons-nous empêcher la création d'un état de surveillance? Comment protéger les libertés que nous accorde le premier amendement et ne pas se dire « je ne peux pas aller à cette manifestation de peur que mon visage soit scanné ». La reconnaissance faciale donne aux forces de l'ordre un pouvoir qu'ils n'ont jamais eu auparavant. En 2016, nous avons déposé des demandes d'accès à des documents publics dans plus de 100 juridictions à travers le pays, demandant simplement quelles données biométriques y étaient conservées. Et nous avons découvert que plus de la moitié des Américains aujourd'hui figurent dans une base de données de reconnaissance faciale utilisée dans les enquêtes criminelles. Et ce, uniquement grâce à leur permis de conduire ou à leur carte d'identité. Et ça, personne ne le savait. Ça nous a tous surpris. Le FBI aurait la capacité d'identifier 50% du pays à partir d'une seule photo.
Le Congrès n'a jamais autorisé le FBI à avoir accès à ces informations. Et les gens qui obtiennent leur permis de conduire n'ont jamais coché une case ou spécifié « Je consens à être dans cette énorme base de données de reconnaissance faciale ». Les deux femmes vont révéler l'une des défaillances les plus inquiétantes du système de reconnaissance faciale. Son incapacité à identifier correctement les personnes de couleur. Une étude réalisée en 2012 par un expert du FBI a révélé que les taux d'erreur d'identification étaient plus élevés de 5 à 10% chez les personnes de couleur que chez les Blancs. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les Noirs, lorsqu'ils font l'objet d'une enquête, ont plus de chances de se voir accusés de crimes qu'ils n'ont pas commis. Dans un pays où le taux d'Afro-Américains tués par la police est 2,5 fois plus élevé que celui des Blancs, cette révélation fait l'effet d'un électrochoc. D'autant qu'une firme propose aux policiers un nouveau système qui leur permettrait d'utiliser la reconnaissance faciale sur le terrain en temps réel avec des caméras embarquées. Hi, ma'am. Did you report your vehicle was stolen today? What was your name? I'm Shaylee. Shay, do you have an ID on you? Perfect. Thank you so much, Shay. Un dispositif appelé Recognition, vendu par le géant Amazon. Un logiciel testé dans 2 États que s'est procuré l'Association américaine de défense des libertés individuelles. Ce que nous voulions faire, c'était tester le logiciel de reconnaissance d'Amazon, tester son efficacité. On a pris des photos des membres du Congrès et on les a comparées à une base de données de 25 000 photos d'identité. En comparant les photos d'identité des députés américains avec une base de données de personnes fichées par la police, le logiciel d'Amazon a confondu 28 membres du Congrès, essentiellement des personnes de couleur, avec des délinquants. Il y a eu 28 faux jumelages, y compris les parlementaires Gomez, Sonia et Clay, qui siègent à ce comité. Et 40% de ces fausses correspondances étaient des députés de couleur. Je pense qu'à ce moment-là, c'est vraiment devenu une question concrète pour les membres du Congrès. Beaucoup de députés qui n'avaient même jamais pensé à la technologie de la reconnaissance faciale ont soudainement compris « Hey, je pourrais être l'une de ces erreurs. Cette technologie pourrait être utilisée contre moi. » Je pense que cela a vraiment changé leur façon de voir les choses parce qu'encore une fois, c'était un test réalisé dans des conditions parfaites. Malgré ces révélations au Congrès américain, Amazon continue à vendre son logiciel aux policiers. Un logiciel à fort potentiel, commercialisé à un prix agressif, à peine 12 € par mois. L'utilisation de la reconnaissance faciale n'est pas sans risque. Et malgré ses défaillances, cette technologie est aujourd'hui mise au service d'armes létales. C'est ce qu'a découvert cette ancienne salariée d'une start-up spécialisée dans la reconnaissance faciale. En 2016, Liz O'Sullivan est engagée comme cadre et nommée responsable éthique chez Clarify, une jeune société pleine d'avenir. À l'époque, c'était une opportunité incroyable. Clarify était la start-up de New York. Tout le monde en parlait. C'était en plus une entreprise qui œuvrait pour le bien-être de la société. Sa mission, c'était de rendre la vie meilleure. C'était leurs éléments de langage. Nous étions tous très fiers. C'était comme une secte. C'était vraiment très amusant. Tout le monde était si intelligent, si beau et tellement amical. C'étaient les gens les plus gentils et les plus intéressants que vous pouviez rencontrer. 1 an après son embauche, l'ambiance de Clarify change du tout au tout. Liz sent que son PDG cache quelque chose. Pour une raison inconnue, ils ont décidé de dissoudre le comité éthique. Ils ont exigé que nous couvrions entièrement les fenêtres de la porte pour que personne ne puisse voir à l'intérieur du bureau. Tous ces éléments mis bout à bout ont commencé à me rendre méfiante, et je n'étais pas la seule.
La jeune femme mène son enquête et découvre ce que son PDG cherche à dissimuler. Clarify aurait passé un contrat avec le département de la défense américaine dans le cadre d'un projet baptisé Projet Maven. Le projet Maven est un contrat du ministère de la Défense qui représente des millions et des millions de dollars. À l'origine, Google, Microsoft et Amazon y participaient, mais il y avait aussi quelques startups impliquées dans le processus d'appel d'offres. C'était un peu comme un concours. Celui qui mettrait au point le meilleur modèle de localisation d'objets obtiendrait le contrat. C'est la dernière pièce du puzzle pour de très bons drones tueurs autonomes. La vision par ordinateur est bien meilleure que celle de l'homme dans ses processus de décision. Donc si vous êtes une entreprise travaillant dans l'intelligence artificielle et que vous faites de la reconnaissance faciale, vous risquez d'être complètement séduit par la promesse de millions et de millions de dollars. Et vous allez travailler dans ce sens. En 2 ans, le Pentagone aurait ainsi investi plus de 70 millions de dollars pour mettre au point un drone capable de viser une cible de manière autonome, sans intervention humaine, grâce à la reconnaissance faciale. Pour tirer les choses au clair, Liz décide d'écrire à son PDG et lui poser cette question. Je lui ai demandé si on travaillait tous à la construction d'armes autonomes. Pour tuer des gens? Oui, pour tuer des gens. Il s'est assis et m'a dit, « Tu sais, toutes les technologies ont 2 facettes, une bonne et une mauvaise. » Puis il a ajouté que les militaires avaient besoin de notre aide et que nous devions être patriotes et travailler avec le gouvernement pour protéger nos soldats. Sur ce point, je ne suis pas en désaccord. Mais il a aussi dit qu'avec le temps, cette technologie deviendrait de plus en plus puissante et précise, et qu'il serait préférable que ce soit une machine qui prenne la décision de tuer plutôt qu'un être humain. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est comme dans Terminator. Exactement, comme dans Terminator. Le pacte scellé entre des sociétés spécialisées dans la surveillance et l'armée n'est pas propre aux États-Unis. En Europe, ce type de partenariat public-privé a pris une ampleur considérable ces dernières années. Et il suffit de plonger dans les rapports de la Commission européenne pour s'en rendre compte. Des rapports qu'un chercheur anglais a décortiqués pendant plus de 5 ans. En étudiant ce rapport, j'ai été frappé de constater à quel point ces technologies ressemblent aux mauvais films de science-fiction des années 80. Par exemple, il y a un projet appelé Rollborder qui vise à créer des essaims de drones semi-autonomes pour patrouiller le long des frontières européennes. Il y a aussi des détecteurs de mouvement dans les égouts ou dans le système hydraulique. Ils ont également développé ce truc qui ressemble au film Johnny Five, une sorte de robot qui devait contrôler les frontières. Mais une commission d'évaluation a décidé finalement que ce produit n'était pas prêt à être mis sur le marché. Mais de l'argent a été dépensé pour ça. Oui, des millions d'euros de fonds publics ont été accordés à ce projet. Oui, tout ça, c'est de l'argent public. Votre argent. Enfin, notre argent, oui. Ces projets dignes d'un film de science-fiction n'auraient pas pu voir le jour sans d'importantes subventions publiques. 1,4 milliard d'euros de fonds européens destinés à la recherche, attribués pour près de 40% à des entreprises privées. Celex, plus de 23 millions d'euros pour 54 projets. Airbus, 40 millions pour 32 projets. Thales, une société française, a empoché 28,5 millions d'euros pour 63 projets de recherche. On voit que le programme de recherche sur la sécurité a été très fortement influencé par les intérêts des grandes entreprises
qui ont joué un rôle important dans son élaboration, dans son fonctionnement et dans l'établissement des priorités, puisqu'ils siègent maintenant au sein des groupes consultatifs qui déterminent les programmes. Pour mesurer l'influence des entreprises privées, il suffit de regarder la composition du groupe d'experts chargé de conseiller la Commission européenne sur les questions de sécurité. Sur les 20 experts du groupe, un tiers déclare des liens d'intérêt avec des entreprises ou des lobbies de l'industrie de la sécurité. Le président de ce groupe, M. Alberto Benedictis, a même été directeur de l'ASD, le lobby principal des industriels de la défense. Vous savez, je ne pense pas que les personnes derrière ces projets sont nécessairement des individus malveillants. Mais il y a un dicton qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Ce qui veut dire que les gens peuvent essayer de faire des choses qu'ils pensent être bien, mais qu'elles peuvent avoir des conséquences malheureuses. Si l'Europe nous prépare un monde sous surveillance, en Chine, la réalité a déjà dépassé la fiction. Imaginez une société où plus personne n'aurait peur. Car la technologie aurait permis de diviser le crime par deux. Un pays où les vols à la tire auraient quasiment disparu. Où les citoyens auraient si bien intégré la surveillance des caméras qu'ils en oublieraient leur présence. Dans cette société idéale, plus aucun piéton ne traverserait au mauvais moment, sous peine de voir son visage s'afficher sur un écran de l'autre côté de la rue. Dans cette société idéale, les caméras seraient capables d'identifier les criminels même de dos, à leur simple démarche. Dans cette société idéale, l'intelligence artificielle aurait permis à un homme de réaliser son rêve le plus fou, prendre le contrôle total d'1,4 milliard de personnes. Xi Jinping prend conscience, lui, de l'importance de l'intelligence artificielle, je pense assez tôt quand même. C'est-à-dire qu'il faut remonter à 2008. En 2008, il est vice-président de la République et il est aussi responsable des Jeux Olympiques de Pékin. Et c'est lui qui donc va être responsable un peu de toute l'organisation et surtout de la surveillance de la ville. Et donc à partir de ce moment-là, il va organiser tout un réseau de caméras de surveillance sur l'ensemble de la ville pour éviter toute manifestation pendant les Jeux Olympiques de 2008. Parce que très vite, il comprend que les caméras à contrôle facial, que les systèmes de contrôle vocaux pour reconnaître les gens dans la foule, que tous ces systèmes-là sont extrêmement intéressants et que s'ils sont bien organisés, peuvent donner un nouvel outil au gouvernement et à lui pour se maintenir au pouvoir. Il met en place, on va dire, la première dictature numérique au monde. Pour mettre en place sa dictature numérique, Xi Jinping va dès le début de son mandat s'appuyer sur des géants du numérique, valorisés à plus d'1 milliard de dollars, baptisés les licornes. Huawei, Dahua ou Hikvision, ces conglomérats vont profiter d'un marché chinois fermé à la concurrence et travailler main dans la main avec le pouvoir. Les licornes sont bien sûr au cœur du système. Aujourd'hui, les entreprises privées, au-delà de 50 personnes, sont obligées d'avoir une cellule du parti avec un secrétaire général du parti de la cellule à l'intérieur. Ça veut dire que finalement, les licornes sont devenues le bras armé de la politique de Xi Jinping. Les licornes sont devenues obligatoirement et peut-être pas forcément avec plaisir, on va dire des collaborateurs du système. Avec l'aide des licornes, Xi Jinping va faire basculer le pays dans un univers orwellien que personne n'avait anticipé. En 2013, année de son investiture, la Chine comptait près de 100 millions de caméras. En 2020, 600 millions. Soit une caméra pour 2 habitants.
Ils peuvent connaître tes trajets quotidiens, savoir ce que tu aimes faire, ce que tu as fait aujourd'hui. Les caméras de surveillance sont partout. Le gouvernement dispose d'une vision sans limite. Ça a quelque chose de terrifiant. Le système de surveillance chinois, ce jeune artiste a décidé de le défier, de le fixer droit dans les yeux pendant des heures pour le narguer. Lorsque mon regard traverse la caméra, lorsque je cligne des yeux, c'est comme si j'entrais en contact avec la personne qui se trouve derrière l'écran. Nous créons ainsi un échange entre deux êtres humains. Et à ce moment-là, ce système immense, ce contrôle infaillible et effrayant peuvent être temporairement oubliés. À 29 ans, Gaëlou est l'un des rares à oser dénoncer ouvertement ce développement fulgurant du Big Brother chinois. Une surveillance très intrusive qui s'inscrit dans une longue tradition. Historiquement, la Chine contrôle certainement de façon plus profonde et minutieuse sa société que d'autres pays. Lorsque notre nation a été fondée, le pouvoir a emprunté beaucoup au modèle soviétique. Le système de dossiers, par exemple. Les autorités ont un dossier sur chaque citoyen où tout est compilé, y compris les mauvaises actions qu'on a pu commettre. Et ça nous suit toute la vie. Même si on change et qu'on devient meilleur, toutes les fautes qu'on a pu commettre, même si on les a réparées, sont inscrites à jamais dans notre dossier. C'est comme une tâche indélébile. Ce contrôle social est sans limite. Et il suffit de prendre le train rapide entre Shanghai et Pékin pour s'en rendre compte. Depuis peu, voici ce que l'on peut entendre au moment du départ. Récemment, l'Empire du Milieu a décidé de mettre la société au pas en instaurant un système de notation qui récompense ou pénalise les citoyens en fonction de leur comportement. Un système baptisé crédit social, expliqué dans une vidéo pédagogique. Sorry， 一处失信，处处受限，你不能享受政府贴息贷款。我是法院老赖，等级降至 C 级，你将受到联合惩戒，被列入了失信黑名单，不能当兵，不能坐飞机，不能参加政府采购工程招投标，不能获得政策支持。Cette notation désormais généralisée est officiellement un moyen pour le gouvernement chinois de lutter contre les incivilités. Mais en réalité, il permet surtout de diffuser la morale communiste jusque dans les zones reculées. Comme ici, à Rongsheng, une petite ville côtière située au nord du pays. Rongsheng est l'une des premières à avoir expérimenté le crédit social. Le barème de points est affiché au centre de chaque quartier pour informer les habitants des règles à suivre. 5 points, déduits pour la découpe illégale et le séchage de nourriture. 5 points, déduits pour le brûlage d'ordures ménagères ou de feuilles. Certaines de ces règles incitent clairement à la délation. Signaler la participation à des sectes, les faux et contrefaçons, constructions illégales, 5 points de gagné. À Rongsheng,
ce contrôle social semble être plutôt bien accueilli par une population en mal de valeur morale. L'intérêt du groupe prime sur celui des individus. C'est utile pour nous, les paysans qui veulent s'installer en ville. Ça nous fait réfléchir pour nous améliorer. Et puis le système de points qu'on ajoute, qu'on retire, pour les citadins, c'est bien. Cela permet de s'élever. Tout le monde veut avoir des points en plus, pour devenir des résidents d'excellence. Chacun est responsable de son comportement, se surveille. Il faut avoir une bonne attitude, des bonnes habitudes. Comment voyez-vous les gens qui sont mal notés? Comment dire? Ceux qui ont des scores bas, on va un peu moins les fréquenter. Si on n'est pas vertueux, personne ne voudra vous fréquenter. À l'origine de ce système de notation des citoyens, un chercheur, membre éminent de l'Académie des sciences sociales, Lin Junhue. Ce sont ces travaux qui ont inspiré le gouvernement chinois et donné naissance au crédit social. Ça revient à dire que les citoyens sont comme des enfants qu'il faut éduquer, non? L'éducation est nécessaire. Le système de crédit social est le meilleur moyen de gérer efficacement une société. Avec cela, on peut non seulement contrôler les risques financiers, les risques bancaires, mais aussi rétablir l'éducation morale, l'honnêteté, les comportements vertueux. La résolution des problèmes par le crédit social, ce n'est pas l'envoi en prison quand on a enfreint les lois. C'est le regard du reste de la société qui trouve que votre attitude n'est pas bonne. Crainte de la réprobation, peur de l'ostracisation, les citoyens sont muselés. Les mieux notés ont droit au tableau d'honneur et deviennent la fierté de toute une nation, comme à l'époque maoïste. Ainsi, à Rongchen, leur visage s'affiche aux abords du siège local du Crédit Social, comme dans toute la ville. Ils sont les exemples à suivre, comme cette femme, Yuan Shangwei, une éducatrice très appréciée. Spécialiste de la santé mentale, elle travaille avec sincérité et aide les élèves pauvres. Elle s'occupe des autres enfants comme des siens. Ses élèves l'appellent même maman enseignante. Elle a été élue 5e modèle de moralité à Rongchen. Mais en Chine, difficile de mettre la main sur ces fameux mauvais citoyens. Expulsés hors des villes, pointés du doigt. Dans certains centres commerciaux, leurs visages défilent sur des panneaux lumineux pour mieux les humilier. Dans une autre province, les autorités leur ont même attribué une sonnerie de téléphone particulière. La personne que vous essayez de joindre a été mal notée par le tribunal de la ville de Dengfeng. Merci de l'inciter à se responsabiliser et de l'aider à respecter la loi. Aujourd'hui, plus de 20 millions de citoyens chinois seraient placés sur liste noire. Interdits de voyager à cause d'une mauvaise note. Est-ce que tu connais ton score? Je pense qu'il ne doit pas être très élevé. Le système de crédit social, à vrai dire, je n'aime vraiment pas ça. L'homme ne saurait être réduit à une série de chiffres toutes bêtes. Et je dirais même, en étant plus virulent, que c'est une forme de perversion. Plus personne n'osera faire des erreurs, tenter des expériences, prendre des risques. Nous deviendrons des morts vivants. Oui, des machines. Je trouve ça détestable. C'est terrifiant. Je n'accepte pas ce genre d'avenir. Vous n'avez pas peur d'avoir créé un monstre?
Non, je ne le vois pas comme ça. D'abord, il faut la paix et la stabilité, que chacun vive bien. Et après seulement, on réfléchira aux droits de l'homme. Vous comprenez? Quand vous n'arrivez même pas à vivre, tout le reste est superflu. Je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. On aurait détecté ça avant qu'ils agissent. On aurait pu le prévoir, il n'y aurait pas eu ces événements. C'est l'un des atouts, l'un des grands avantages du crédit social. Selon ce chercheur, le Cambodge, le Sri Lanka et même le Chili et la Pologne seraient intéressés par ce système de crédit social. Progressivement, le Big Brother chinois s'exporte. Et ce n'est qu'un début. La Chine développe actuellement un immense plan d'investissement de 1000 milliards de dollars afin de renforcer ses échanges commerciaux et de la connecter avec le reste du monde. Grâce à ce projet baptisé les Nouvelles Routes de la Soie numérique par Xi Jinping, 60 à 80 pays devraient pouvoir bénéficier des technologies de surveillance chinoises. « 60 à 80 pays, dont la France, qui au printemps 2019 recevait en grande pompe le dirigeant de l'Empire du Milieu. Une visite dénoncée par plusieurs associations de défense des droits de l'homme. Nous sommes réunis aujourd'hui à cause du passage de M. Xi Jinping, président de la République populaire du Chine, à Paris. Nous savons que M. Xi Jinping est en train d'ouvrir ce qu'il appelle les nouvelles routes de la soie et qu'il espère inonder le monde à la fois avec ses produits chinois, mais aussi avec ses valeurs, comme on dit. Parmi la centaine de manifestants, beaucoup de réfugiés politiques, des Tibétains, mais surtout des Ouïghours, une ethnie à majorité musulmane vivant au nord-ouest de la Chine. Berthiard est arrivé en France en 2017. Ce jeune homme de 28 ans a quitté Urumqi, la capitale du Xinjiang, pour se réfugier en France. En quelques années, il a vu sa ville natale se transformer en un laboratoire de surveillance à ciel ouvert. Ma ville natale me manque. J'y pense tout le temps. C'est une région magnifique, avec ses montagnes, ses lacs, ses déserts, ses jardins et ses oasis, qui n'ont rien à voir avec d'autres endroits. Mais notre ville a perdu de son charme. Au Xinjiang, il y avait déjà des caméras partout, à chaque coin de rue. Mais en 2009, nous avons appris l'arrivée d'autres technologies. Par exemple, l'enregistrement vocal. Certaines voitures de police étaient équipées de machines qui permettaient de capter des conversations à distance. Quand on se baladait dans la rue en discutant, si on voyait une voiture de police qui passait, on arrêtait la discussion jusqu'à ce que la voiture s'en aille. Ensuite, ils ont inventé un appareil, une sorte de décodeur destiné aux familles. Forcément, nous étions méfiants. Parce que les gens disaient que l'appareil pouvait enregistrer les conversations à la maison. Comme on n'avait plus la liberté de parler, on allait dans des endroits éloignés, loin de la ville. On allait au moins à 10 km de la ville, parfois 40 ou 50.
pour partager nos opinions politiques. Dans des endroits où il n'y avait pas d'équipement de surveillance, comme les montagnes, les forêts ou les lacs, pour se libérer de la frustration au fond de nous, pour parler de politique, pour partager nos pensées. Au Xinjiang, le basculement a eu lieu le 5 juillet 2009. Ce jour-là, de violentes émeutes éclatent à Urumqi après un soulèvement ouïghour. Une manifestation durement réprimée par la police armée. Munis de couteaux et de barres de fer, des émeutiers ouïghours s'en prennent aux Han, l'ethnie majoritaire chinoise, qui se venge dès le lendemain. Des affrontements interethniques qui causeront plusieurs centaines de morts. Sous couvert d'une lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux, Pékin met en place un vaste plan de sécurisation de la province. Un plan qui, avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, va prendre un virage totalitaire. D'après un discours secret distribué aux hauts fonctionnaires locaux du parti, le président chinois appelle dès 2014 à lutter contre le terrorisme, l'infiltration et le séparatisme, en utilisant les outils de la dictature et en ne montrant absolument aucune pitié. Dix ans après les émeutes, au Xinjiang, le budget pour la sécurité a été multiplié par 10. Il atteint près de 10 milliards de dollars. La région est considérée comme la zone la plus surveillée au monde. Pour pouvoir filmer dans cette province, il faut déjouer le système de surveillance chinois, se rendre quasi invisible auprès des autorités. Car au Xinjiang, les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus. À Urumqi, le climat de peur et de méfiance est d'une rare lourdeur. Checkpoint à reconnaissance faciale contrôlé par l'armée. Commissariat à chaque coin de rue. Les Ouïghours sont constamment fouillés. Leurs téléphones portables régulièrement inspectés. Une surveillance qui, à en croire ce chauffeur de taxi, a pris des proportions inimaginables ces dernières années. Moi, je loue un appartement. Peu de Ouïghours peuvent le faire. Sur ma porte, j'ai un QR code à l'entrée de chez moi. Un QR code? Oui. Tu veux que je t'envoie une photo? À Urumqi, les autorités chinoises ont apposé à l'entrée de tous les domiciles des Ouïghours les numéros des cartes d'identité des membres du foyer, avec en prime un QR code, un code barre pour surveiller les familles. Le QR code, ils le scannent plusieurs fois avec leur téléphone et en scannant le QR code, on obtient le nombre de personnes dans la famille, s'ils sont présents à la maison et ce qu'ils font. Les Ouïghours ne peuvent plus sortir du Xinjiang sans autorisation. Et ils sont réduits au silence,
C'est ce que nous allons découvrir dans le Grand Bazar, le quartier historique de la ville. Un quartier quadrillé par des checkpoints à reconnaissance faciale. Ici, les slogans à la gloire du Parti communiste et du président Xi Jinping s'affichent sur la façade de la grande mosquée. Vous êtes de la communauté ouïghour? Non, 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 merci. Bonjour, on peut vous poser une petite question? Non, désolé. Non? Pourquoi? On ne peut pas parler politique ici. Par contre, si vous voulez parler de nos produits locaux, pas de souci. On parle d'une répression du gouvernement chinois envers les Ouïghours. Vous en avez entendu parler? Non, non, j'ai jamais entendu parler de ça. Non, non. Dans le Grand Bazar, les autorités ont donné pour consigne aux citoyens de ne pas s'adresser aux étrangers. D'ailleurs, des policiers s'assurent que personne ne déroge à la règle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les Ouïghours ne veulent pas parler aux étrangers? Il y a beaucoup de gens qui veulent témoigner, mais ils ont peur. Dès que l'on parle à un étranger, la police nous tombe dessus. Ce qui se passe au Xinjiang ne doit pas sortir d'ici. Le gouvernement ne veut pas que l'ONU soit au courant. Toutes les minorités se font arrêter et elles partent en rééducation. En ce moment, au Xinjiang, dans toutes les familles, il manque 3 à 4 personnes. La cible, ce sont les musulmans, ceux qui pratiquent, ceux qui vont à la mosquée. Ils vont tous en prison. Ils prennent minimum 50 prisons, enfermés dans des camps. Parfois même jusqu'à 25 ans. Tu connais des gens dans des camps? Ils ont pris mon père parce qu'il est allé prier à la mosquée. Mon père a 63 ans. Il a été condamné à 4 ans et 6 mois. Je ne peux rien y faire. Tu sais où il est, ton père? J'ai appris depuis une semaine qu'il est dans un camp là-bas. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller, mais on ne peut pas accéder à l'intérieur. Même moi, je n'y suis jamais rentré. Et il ne faut pas y aller le soir. Notre chauffeur a promis de nous emmener voir ce fameux camp où son père serait détenu. Mais le lendemain matin, nous sommes contactés sur les réseaux sociaux chinois par une personne que nous ne connaissons pas. Donc j'ai reçu un message hyper bizarre ce matin, à 8h30. Elle nous informe que notre chauffeur ne viendra pas. En gros, elle me dit bonjour, est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que j'ai pas répondu vu que je me réveillais. Pourquoi c'est toi qui me contactes? C'est mon camarade de classe. Il m'a raconté ce qu'il a fait hier. Et après, il a eu un problème. Il a reçu un appel. Il a eu des soucis. Je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va bien? Je ne sais pas comment vous dire. Il se fait interroger par les flics. La police veut connaître votre relation. Je vais contacter un ami pour voir s'il est disponible pour vous conduire. Il revient vers vous. Vous êtes d'accord? Ne parlez pas de choses sensibles à l'intérieur de la voiture. Garde pour toi tout ce que tu vois. Les gens ne sont plus pareils. On ne sait pas ce qu'ils cachent au fond d'eux. Celle qui se présente comme l'amie de notre premier chauffeur
a finalement réussi à trouver un remplaçant de confiance. Mais en quittant notre hôtel, nous nous apercevons que nous sommes suivis. Plusieurs hommes nous attendent dans le hall. Nous reconnaissons l'un d'entre eux. Nous l'avions croisé la veille dans le quartier historique. Au moment de partir, nous repérons une vieille voiture sur le parking qui semble elle aussi nous attendre. Nous sommes pris en filature. Quelques minutes plus tard, une deuxième voiture, un 4x4 vert. Le camp où sont détenus les Ouïghours est à 60 km d'Urumqi. Le chauffeur nous indique qu'il ne pourra pas s'arrêter, mais simplement passer devant. Nous découvrons le fameux bâtiment. Il semble être sorti de terre très récemment. Nous sortons notre caméra pour le filmer. Mais le 4x4 vert fait barrage. Nous décidons de faire le tour et de tenter de voler une image. De là où nous sommes, nous pouvons apercevoir des caméras de vidéosurveillance. Une voiture de police et ses inscriptions sur la façade. Des camps comme celui-ci, il y en aurait plus de 1000 aujourd'hui au Xinjiang. L'étude minutieuse des images satellites révèle l'étendue de la répression chinoise. Aujourd'hui, selon les ONG, plus d'1 million de personnes y seraient détenues. 1/10 de la population ouïghour. Rares sont ceux qui ont pu s'enfuir. Nous avons réussi à rencontrer l'une d'entre elles. Elle s'appelle Mirigul Tursun. Elle est aujourd'hui réfugiée avec ses enfants aux États-Unis. Quand je suis avec les enfants, j'oublie tout. Je remercie Dieu. J'ai perdu ma famille et les autres, mais au moins j'ai mes enfants. Tous les soirs, ça me revient. Dans mon rêve, je ne sais pas quoi faire. Entre 2015 et 2017, Mirigul est arrêtée à 3 reprises par la police chinoise. Suspectée de terrorisme à cause de ses multiples voyages en Égypte, un pays considéré comme dangereux par la Chine. À sa 3e arrestation, Mirigul est transférée dans un camp. Dès son arrivée, les policiers lui demandent de se prêter à un curieux rituel. Avant d'aller dans les camps, on nous fait lire un livre pendant une demi-heure devant une caméra. Après avoir lu, on nous demande de faire ça. 5 expressions faciales. Comme ça, comme ça et comme ça. Ils demandent à tout le monde de faire la même chose et ils nous filment. Ensuite, ils enregistrent le mouvement des yeux et ils récupèrent une mèche de cheveux. On nous fait marcher 5 pas en avant, 5 pas en arrière et ils mesurent également notre taille. Ça leur permet de nous identifier. C'est ce que je pense. Et comme ça, ils peuvent nous tracer même quand on est à l'étranger, par tous les moyens. Avec ma voix, une photo de moi de profil ou de dos. Séparée de ses enfants, seule, Mirigul découvre ce que la Chine appelle un centre d'enseignement. Un immense bâtiment quadrillé par des caméras, ressemblant plutôt à une prison.
avec des barreaux à chaque fenêtre et plusieurs centaines de cellules. Merigoul a passé 3 mois dans un camp similaire à celui-ci, filmé par un journaliste chinois. J'étais cellule 210. Nous étions 68 femmes dans le même camp. L'intérieur de la pièce était très froid, crade, avec des mouches. Une odeur insupportable. Les femmes ne sortaient jamais de leur cellule. Dans la nuit, on entendait le bruit des chaînes, les cris des gens, des corps qui se faisaient traîner, par terre, à droite, à gauche. Les femmes rentraient dans leur cellule avec du sang partout. Il y en a une qui est rentrée complètement épuisée. On aurait dit qu'elle avait subi des chocs électriques sur la chaise. Une fois par semaine, on nous forçait à avaler des médicaments. L'objectif est de briser leur identité. Ce que nous avons constaté dans les camps de rééducation politique à travers le Xinjiang, c'est que l'on force les gens à parler le mandarin au lieu de parler ouïghour. On les force à prêter allégeance au régime et au Parti communiste chinois. Il semble que Pékin pense qu'il peut effectivement éradiquer l'identité ouïghour et la remplacer par une identité entièrement dévouée au gouvernement central et au parti. On nous mettait en ligne et on nous faisait réciter des propos du parti, tels que « Vive le Parti communiste »,« Longue vie à Xi Jinping »,« Notre Allah et le communisme chinois ». On devait les répéter très rapidement, sinon on était privé de nourriture. En ce moment, ça m'arrive encore de chanter inconsciemment ces chansons. Pardon, désolée. C'est leur chanson préférée, pas la mienne. Sur quelle base les Ouïghours sont-ils internés dans les camps? Sur quels éléments les officiers chinois se basent-ils pour considérer comme suspect un individu? La clé de ces détentions arbitraires tient dans ces lignes de code. Une série de chiffres qui, mis bout à bout, composent une mystérieuse application pour téléphone portable utilisée par les policiers chinois. Une application appelée la plateforme d'opération conjointe intégrée, qu'un hacker a réussi à récupérer. Il est l'un des meilleurs spécialistes français en cybersécurité. C'est réellement l'application que les policiers chinois vont avoir sur leur téléphone lorsqu'ils vont utiliser ce système-là. Grâce à une méthode appelée la rétro-ingénierie, il va décortiquer ce programme et nous révéler ce que les policiers chinois ont dans la tête. Lorsqu'on ouvre l'application et qu'on va regarder le code à l'intérieur de l'application, on va obtenir par exemple le nom des différents fichiers. On voit par exemple qu'il y a un objet qui s'appelle « voiture illégale », un autre qui s'appelle « Investigate Family ». Donc on a dans les informations qui sont liées à une personne, on va regarder, on va surveiller votre consommation d'électricité, voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre qui se passe. Avec cette application, les policiers font remonter ces informations dans les moindres détails. La consommation des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité, le groupe sanguin, la couleur du véhicule, les mouvements à l'intérieur du pays, les déplacements à l'étranger, ou l'utilisation d'appareils pour faire de l'exercice physique. Autant d'informations qui peuvent suffire à vous rendre suspect. La pratique religieuse est elle aussi passée au crible. De l'achat d'un simple Coran au pèlerinage à la Mecque non déclaré. Relié en temps réel aux caméras de surveillance, aux checkpoints et aux smartphones des policiers, la plateforme liste des milliers de noms de personnes à interner chaque semaine.
sans que l'on sache si cette liste est le fruit d'une décision humaine ou d'un algorithme. On a ici un des noms des sous-dossiers, ça va être HBFEC. HBFEC est une société qui appartient à un autre grand groupe qui s'appelle CETC. Pour cet expert, aucun doute possible. Derrière cette application se cache une entreprise chinoise. CETC, China Electronics Technology Group Corporation, une entreprise d'État. Ce travail de rétro-ingénierie, l'ONG Human Rights Watch l'a également réalisé en 2019. Cette ONG de défense des droits de l'homme a été la toute première à avoir mis la main sur cette application utilisée par les policiers chinois. Une application qui constitue une preuve évidente de violation des droits de l'homme et que l'ONG a baptisé l'algorithme de la répression. Les violations des droits de l'homme impliquent clairement tout le monde, de Xi Jinping aux autres architectes de ce système, mais aussi des entreprises comme CETC ou d'autres qui ont développé cet algorithme de la répression dans le Xinjiang. La plateforme d'opération conjointe intégrée serait la clé du système de surveillance chinois dans le Xinjiang. Des documents obtenus par un consortium international de journalistes montrent que sur une semaine seulement, du 19 au 25 juin 2017, la base de données notifie aux autorités locales 24 412 noms de personnes suspectes. Conséquence directe, 15 683 sont envoyés dans des centres dits d'éducation et de formation, tandis que 706 sont détenus pénalement, c'est-à-dire probablement destinés à la prison. Enfin, 2096 feront l'objet d'une surveillance préventive. Human Rights Watch a publié un rapport détaillé sur cet algorithme de la répression et demandé des comptes à Pékin. En vain. Nos demandes d'interview sont elles aussi restées lettres mortes. À Paris, durant l'automne 2019, une réunion très discrète a été organisée dans le cadre du dialogue franco-chinois, à laquelle la presse française n'est pas conviée. Nous filmons l'événement avec un téléphone portable. Plusieurs responsables politiques français, comme les deux anciens premiers ministres, Dominique de Villepin, Laurent Fabius, et des diplomates chinois vont se succéder pour vanter la coopération entre les deux pays. Nous profitons d'une pause pour aller interpeller Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, sur la politique menée au Xinjiang. Just one question, please. Does the fight against terrorism justify to put more than 1 million Uyghurs in relegation camp? Mr. Wee. Sorry? This is very impolite. Why not fair? You are accused by international NGO of human rights violation in Xinjiang. What do you say about that? Aucune preuve. Des images mises en ligne sur YouTube par une source anonyme ne laissent pourtant pas de place au doute quant à l'ethnocide culturel ouïghour mené par le gouvernement chinois. Des images filmées par un drone montrant plusieurs centaines d'hommes menottés, sur le point d'être transférés vers un camp de rééducation. La mise en place de camps de rééducation avec le système de surveillance, la position de QR code sur les maisons qui donne la possibilité aux policiers de savoir qui est à l'intérieur, combien on gagne, ce qu'on fait, si les enfants vont à l'école, etc. De trains pour emmener ces Ouïghours vers des centres de rééducation ou de concentration, évidemment, rappellent des périodes de l'histoire qui sont assez dramatiques, de systèmes totalitaires qu'on a connus, c'est vrai, en Europe. Lorsqu'elle sert une idéologie totalitaire,
la technologie peut causer des dégâts irréversibles. La répression des Ouïghours par le régime chinois en est aujourd'hui le symbole. Je n'aime pas la technologie. Je la hais. Pourquoi? Avec la technologie, les sentiments disparaissent, comme si on était contaminé par une maladie. Tout est artificiel. En plus des traumatismes laissés par sa détention, Mirigoul doit également vivre avec le souvenir d'un enfant perdu. Un bébé arraché de ses mains par la police chinoise lorsque Mirigoul a été transféré dans un camp et que les autorités ne lui ont jamais rendu. Selon vous, le gouvernement chinois a tué votre enfant? Oui. Si Mirigoul a pu s'enfuir, au Xinjiang, 13 millions de Ouïghours vivent toujours en liberté surveillée. Condamnés à dénoncer en silence, sur les réseaux sociaux chinois, la répression dont ils sont victimes. Se nourrissant de nos peurs et de la course effrénée à l'intelligence artificielle, le virus de la surveillance semble n'avoir aucune limite. Peut-on encore l'endiguer? Comment éviter que notre désir de sécurité nous conduise vers un futur dépourvu de toute humanité? La ville de San Francisco, berceau de la révolution numérique, a fait un choix radical. Par un vote quasi unanime de ses conseillers municipaux, la capitale de la Silicon Valley est devenue en 2019 la toute première ville au monde à bannir la reconnaissance faciale de ses rues. Dans la mesure où nous sommes le siège et le symbole de la technologie, et ce depuis de nombreuses décennies, je veux dire depuis l'époque de Hewlett-Packard et de certains des pionniers d'Apple, cela nous confère plus de responsabilités. San Francisco doit montrer l'exemple. À mesure que je m'informais, que je découvrais dans la presse ce qui se passait en Chine, j'ai fait le parallèle avec le régime nazi des années 1930 et 1940. Ce régime s'appuyait lui aussi sur des entreprises informatiques, mais avec des technologies beaucoup moins performantes. Donc, j'ai voulu prendre un engagement. À San Francisco, nous n'utiliserons jamais cette technologie pour ou contre notre population. Je comprends qu'il y ait des gens qui n'acceptent pas cette décision parce qu'ils veulent des rues plus sûres. Mais nous avons d'excellentes forces de l'ordre à San Francisco. Nous avons un faible taux de criminalité. Aujourd'hui, je veux remettre le génie dans sa bouteille. Oakland, Berkeley en Californie, Somerville dans le Massachusetts. Plusieurs municipalités aux États-Unis suivent déjà l'exemple de San Francisco et ont fait un autre choix de société. Refuser le meilleur des mondes. Et si finalement nous détenions la solution? Le pouvoir d'éviter la dystopie que l'on nous promet. Par un engagement fort, remettre le génie dans sa bouteille.